L'idée, c'était vraiment d'arriver à couvrir un ensemble de grandes thématiques qui sont importantes pour la vie en montagne aujourd'hui. Donc, on a les questions d'habitation, on a des questions de transport, on a des questions d'alimentation, de culture, de pratiques sportives, voilà, tout ce qui constitue aujourd'hui la vie dans les vallées de montagne. Et l'idée, c'était pour chacune de ces thématiques de couvrir un peu les enjeux de la montagne d'aujourd'hui et donc de demain. Initiative, c'est le rendez-vous du lundi. Tous les lundis, donc à 17h10, on parle de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui avec nous, depuis Grenoble, c'est Mathias Virilli, un des deux auteurs du livre Demain la montagne, qui est avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour. Bonjour Mathias, alors Demain la montagne, moi ça me fait penser au documentaire de Cyril Dion, Demain, et puis à sa déclinaison au Savoyard, Demain Annecy, je me trompe pas? Alors non, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à vrai dire. D'accord. On n'avait pas imaginé du tout cette référence-là, mais c'est un peu la même filiation, oui, tout à fait. D'accord, alors pour résumer un peu votre livre, Demain la montagne, eh bien c'est comme le documentaire, effectivement, ça recense les initiatives de celles et ceux qui agissent pour sauver le climat. Une centaine d'initiatives quand même condensées dans ce livre. Mathias Virilli, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, eh bien écoutez, une centaine d'initiatives, c'était à la fois beaucoup et à la fois pas assez. L'idée, c'était vraiment d'arriver à couvrir un ensemble de grandes thématiques qui sont importantes pour la vie en montagne aujourd'hui. Donc, on a les questions d'habitation, on a des questions de transport, on a des questions d'alimentation, de culture, de pratiques sportives, voilà, tout ce qui constitue aujourd'hui la vie dans les vallées de montagne. Et l'idée, c'était pour chacune de ces thématiques de couvrir un peu les enjeux de la montagne d'aujourd'hui et donc de demain, pour avoir à chaque fois un exemple d'initiative qui puisse venir exemplifier ce qu'on souhaiterait pour la montagne de demain. Pourquoi avoir écrit carrément un livre? Pour encourager, j'imagine, pour voir l'étendue des possibles. En fait, si vous voulez, l'idée, elle est partie d'un constat assez simple, c'est que on décrit souvent le modèle actuel du tourisme en montagne et on se pose souvent des questions sur comment faire pour vivre cette montagne-là. Voilà, notre volonté, c'était avec Sandy de mettre en avant des possibles et donc des gens qui aujourd'hui déjà se bougent pour créer un avenir souhaitable dans ces vallées de montagne. Alors Sandy Place, qui est donc l'autre co-auteur du livre Demain la montagne. Mathias Virilli, vous êtes intéressé, donc il y a 8 thématiques autour duquel est articulé votre livre. Il y a habiter, se déplacer, s'équiper, s'alimenter, préserver, pérenniser, pratiquer, inclure, se cultiver. Ça donne un panorama vraiment très complet. Ces thèmes-là, ce sont des thèmes qui avaient été fixés dès le départ ou ça a été fait au fur et à mesure de la construction du livre? Un peu des deux. Un peu des deux dans la mesure où il y en a qui étaient évidents, qui sont vraiment imposés à nous. Forcément, la question du transport, de l'habitat, voilà, c'est des questions qui, quand on regarde le bilan carbone de la montagne, donc voilà, après c'est compliqué à définir, mais en tout cas au moins du tourisme, c'est des questions qui sont essentielles. Et puis il y en a d'autres qui sont venus un peu au fur et à mesure de nos recherches, par exemple la thématique de l'inclusion, de comment est-ce qu'on fait une montagne inclusive. Elles sont venues parce que on a recensé des initiatives qui vont dans ce sens-là, et on s'est dit que ça faisait aussi partie de l'identité montagnarde, cette notion de solidarité qui est un peu perfuse un peu à travers toutes les Alpes et les autres massifs français. Alors énormément de thématiques, également énormément d'endroits en France. Je le disais, il n'y a pas que les Alpes, ce sont vraiment les montagnes françaises dans leur globalité. Il y a les Pyrénées, on parle notamment du pic du Midi, il y a les Vosges, il y a le Massif central. Il y a même 2-3 idées qui ont été inspirées des Suisses, et je pense notamment à cette initiative autour des résidences secondaires. Pourquoi vous avez là aussi voulu varier les points d'ancrage? Alors on est tous les deux grenoblois avec Sandy. On est très attachés au massif alpin et notamment aux Alpes du Nord, bien qu'on ne soit pas très loin non plus des Hautes-Alpes et donc de la porte d'entrée vers le sud. Mais moi-même, je suis pyrénéen et j'entends souvent cette critique. Voilà, nous, on travaille tous les deux pour Montagne Magazine. J'entends souvent cette critique comme quoi on est un peu trop focalisé sur ce massif-là qui concentre, c'est vrai, l'industrie du ski. Et donc, où la question est d'autant plus prégnante sur l'avenir du territoire,
Mais c'était important aussi de montrer que dans les autres massifs, il y avait de la créativité, il y avait des initiatives, et d'autant plus que c'est la moyenne montagne qui va être le plus vite concernée par le réchauffement climatique, et donc par la nécessité aussi de muter et de muer vers d'autres sources de revenus et d'autres modèles de tourisme et de vie. Mathias Verrilli, parmi ces 101 initiatives, et même au-delà, puisqu'à chaque fois, il y a un petit encart qui s'appelle Pour aller plus loin et qui donne un autre exemple similaire. Donc, on va dire à peu près 200 initiatives quand même qui sont recensées dans votre livre. Est-ce que parmi toutes ces initiatives-là, il y en a une qui vous a particulièrement marqué ? Alors, il y en a forcément beaucoup. Ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que dans les initiatives qu'on a retenues, il y en a qui sont institutionnelles, mais la plupart sont quand même des initiatives personnelles, citoyennes, des gens qui ont identifié un besoin ou quelque chose qui leur manquait dans leur vie quotidienne et qui se sont retroussés les manches pour le faire eux-mêmes. Je pense notamment à une épicerie itinérante qui s'appelle La Vagabonde, qui a décidé d'aller dans les villages de la Maurienne qui n'étaient pas, où il n'y avait pas de supermarché ou de supérette accessible rapidement. Et voilà, c'est un service d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées notamment qui n'ont pas cet accès à la nourriture, tout simplement, à pouvoir aller faire ses courses facilement. Et du coup, ils ont remédié à ça parce qu'eux-mêmes ont vécu ça quand ils étaient plus jeunes. Ils ont constaté que c'était un problème. Et moi-même, quand je suis allé en Ubaye cet hiver, c'était exactement la même problématique. Il y avait une épicerie qui tenait ça, mais qui était tenue à bout de bras. Et cette idée de l'itinérance, de faire une épicerie itinérante, répondait parfaitement à ce besoin. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'était pas ancré à un endroit avec les contraintes que ça peut avoir pour tenir l'épicerie à l'année, et à la fois, il desservait un nombre certain de villages qui avaient ce besoin-là d'épicerie. Donc celle-ci m'a un peu marqué, un peu touché aussi, parce que l'histoire du couple qui a monté ça est assez sympa. Donc voilà, si je devais en retenir une, ce serait celle-là, mais forcément, il y en a plein d'autres. Vous avez mentionné le Petit du Midi, qui est nettement plus institutionnel, mais tout aussi intéressante dans la mesure où, ça c'est venu combler des besoins qui n'étaient même pas identifiés au départ. C'est-à-dire que donc c'est sur la réserve de ciel étoilé, donc il y a une initiative qui vient valoriser la pureté du ciel en montagne, qui est vraiment un atout pour la montagne de demain. Mais à la fois, à côté de ça, c'est greffé, si vous voulez, un besoin d'économie d'énergie sur l'énergie et sur les lampadaires en ville. Et on s'est rendu compte qu'en éteignant les lumières en ville, ça permettait de faire beaucoup d'économies, et les communautés de communes s'en sont emparées en fait pour lancer un grand vaste chantier de rénovation des éclairages publics qui ont permis justement de cette économie d'énergie. Donc ça a un réel impact derrière sur la vie des territoires. Mathias Verrilli, est-ce que parmi ces centaines d'initiatives, vous avez trouvé des points communs ? Un même engagement peut-être des porteurs de projets ? C'est un peu ce que je disais, c'est que ces initiatives, elles sont isolées, elles répondent à un besoin très local souvent. Mais on pourrait les décliner sur plusieurs massifs. Il y a pas mal de massifs, de thématiques sur lesquelles on a dû faire des choix, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout le monde, mais la même initiative existait dans 3 massifs différents, portés par des acteurs très différents. Et c'est ça aussi qui a retenu notre attention, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement vraiment de fond, de transition, voilà, c'est le terme un peu à la mode en ce moment, mais de transition vers un autre mode de vie. Et il y a un retour aussi, vers cette volonté de pouvoir habiter les territoires de montagne. On a connu l'exode rural, 19e, 20e siècle, et désormais il y a un mouvement un peu de repeuplement des montagnes qui a été clairement accéléré aussi par le Covid, avec cette envie de vert qui s'est manifestée pendant les vacances des Français, mais aussi, et c'est là où il y a un mouvement de fond aussi sur le besoin de reprendre le contrôle de son espace de vie et d'aller se mettre au vert, comme on dit. Mathias Verrilli, co-auteur du livre Demain la montagne, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans la famille Radio Mont-Blanc. Votre livre, c'est aux éditions Glénat, j'imagine qu'il est disponible un peu partout. Merci beaucoup Mathias Verrilli, on vous souhaite une très belle soirée, un livre donc à retrouver dans toutes les bonnes librairies.